première fois un habitant de Jérusalem-Est exécuté par l'État islamique dans une vidéo. Il s'agirait bien de 2 ressortissants français qui seraient les meurtriers vus à l'écran. Explication, analyse dans un instant. L'armée irakienne pénètre pour la première fois dans Tikrit. Cette ville tenue par l'État islamique pourrait être reprise entièrement dans les jours qui viennent, alors que les djihadistes de l'EI ont lancé plusieurs contre-offensives. Et si l'on avait retrouvé la maison d'enfance de Jésus à Nazareth, c'est en tout cas la thèse défendue par un archéologue britannique. Image exclusive de cet endroit dans cette édition. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Dans une nouvelle vidéo mise en scène, comme il en a l'habitude, l'État islamique montre pour la première fois l'exécution d'un arabe israélien originaire de Jérusalem-Est, accusé d'avoir été un espion pour le Mossad. Ce jeune homme qui était parti en Syrie combattre pour l'État islamique, eh bien, a donc été exécuté. Scène macabre puisqu'il s'agit d'un adolescent tout jeune qui joue le rôle du bourreau. On parlera à la fois eh bien, de la victime dans un instant et de sa famille à Jérusalem-Est qui ne croit pas évidemment un instant à la thèse du Mossad, et puis également de ces 2 bourreaux montrés sur cette vidéo qui s'expriment en français. On va en parler avec nos invités. Elie Carmon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en contre-terrorisme au centre interdisciplinaire d'Herzliya, donc tout près de Tel Aviv, et puis Ali Waked, bonsoir. Bonsoir. Expert pour le monde arabe et musulman sur i24 News. On sera également en direct de Paris avec Jean Paul Ney qui est l'auteur d'un ouvrage sur la génération Mera, car il semble bien qu'il y ait des connexions avec l'affaire Mera, dont c'est d'ailleurs aujourd'hui le 3e anniversaire du premier meurtre perpétré à Toulouse par ce djihadiste français. On y va, on en parle tout de suite. Oh vous les Juifs, Allah nous a permis de tuer vos frères sur le sol français et ici sur la terre de l'État islamique. Les jeunes lions du califat vont tuer ce que le Mossad imbécile a envoyé pour espionner les mujahidines et les musulmans. أقول للجواسيس اللي بيجوا يتجسسوا على الدولة الإسلامية إنه كل عملك مش راح تفلح فيه، آخرتهم راح يمسكوك ويتم الحد. Aujourd'hui nous vous disons, les conquêtes islamiques viennent de commencer. Bientôt vous verrez l'armée du califat attaquer vos terres et vos citadelles et libérer Beit el-Maqdis. نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس. Dernière victime donc des exécutions en série de l'État islamique, un habitant de Jérusalem-Est. C'est la première fois donc qu'un tel scénario se produit. Sa famille évidemment ne croit pas un instant que le fils de cette famille ait été un espion pour le Mossad. Amjad Abou Arafé s'est rendu à Jérusalem-Est aujourd'hui. Son reportage avec Léa Volbert. Je n'ai que Dieu et mes 4 enfants et maintenant l'un d'eux est parti. La douleur est palpable dans la demeure familiale de Mohamed Moussalam à Jérusalem-Est. L'annonce de son exécution par l'État islamique a provoqué l'effroi des proches de ce jeune de 19 ans qui avait quitté soudainement le domicile il y a 5 mois. Un film de propagande de l'organisation islamiste montre ce qui semble être un aveu de Mohamed. Le jeune prisonnier prétend avoir espionné pour le compte du Mossad. Il y décrit ses actions pour le service de renseignement israélien et ajoute avoir reçu la bénédiction de ses parents, ce que dément catégoriquement la famille endeuillée. C'est faux, je le nie totalement. Ils ont fait pression pour qu'ils disent ça après qu'ils aient découvert qu'ils comptaient partir. Il en savait déjà trop sur eux. Ce sont des mensonges. Mon fils ne travaillait pas pour le Mossad, pour le Shin Bet, pour la police, ni pour qui que ce soit. Et moi non plus, aucun d'entre nous. À Jérusalem-Est, le voisinage semble ne pas apprécier ces éventuels liens entre Mohamed et le Mossad. Mais pour la famille de Moussalam, c'est précisément ce que cherchaient les terroristes de l'État islamique.
Selon eux, il s'est laissé appâter vers la Syrie par des promesses d'argent. Saïd, le père de Mohamed, appelle à venger la mort de son fils. J'ai perdu mon fils Mohamed. Crois-moi, Abou Bakr el-Baghdadi, si des forces sont appelées pour combattre l'État islamique, mes autres fils et moi sommes prêts à nous sacrifier. Les autorités israéliennes ont nié tout lien avec Mohamed. Aucun commentaire n'a été fait côté palestinien. Cette affaire est une première en Israël et dans les territoires palestiniens. Parmi les Arabes israéliens et palestiniens, certains soutiennent encore l'État islamique, allant parfois jusqu'à rejoindre les zones de combat. Alors effectivement, on verra qu'il y a, c'est vrai, des Israéliens, des Arabes israéliens qui sont tentés par ce voyage vers l'État islamique. Mais d'abord, Eli Carmon, Ali Waked, il faut dissiper quand même cette question du Mossad, qui est une sorte de mythe utilisé très souvent quand il y a un événement quelque part. On dit tout souvent c'est le Mossad. Est-ce qu'il est possible, envisageable que le Mossad ait pu envoyer ce jeune Palestinien espionné? Je ne sais pas pour ce jeune homme. Il me semble très jeune vraiment. Mais clairement, tous les services d'information, et pas seulement l'israélien, tentent de faire pénétrer dans les rangs des terroristes des sources humaines. C'est très important, c'est quelquefois beaucoup plus important que les écoutes électroniques et tout ça. Mais on a déjà démenti cela. Je crois au démenti. Je vois aussi la réaction de la famille. Ça me semble un peu la réaction de la famille jordanienne aussi, qui a demandé la vengeance. Et nous avons vu comment le roi de Jordanie... Le jordanien qui avait été brûlé. Justement. Mais je crois qu'on doit prendre en considération la manipulation que fait le Daesh de cette exécution. Parce que eux, ils voient de plus en plus de jeunes qui se sont attirés par ce mirage et ensuite ils sont déçus et tentent de repartir à la maison. Et ça, c'est un problème de leur point de vue parce qu'il y a maintenant des succès de la coalition contre le Daesh. Ils ont moins de combattants. Il y a des centaines, peut-être des milliers qui sont morts. Ils ont besoin de ces gens, surtout pour les attaques suicides. On voit qu'ils sont passés de Syrie en Irak et la majorité des attaques suicides contre les forces irakiennes et chiites sont par des étrangers. Et donc, c'est une tentative de faire, d'impressionner, disons, ceux qui restent là-bas, de ne pas quitter, et aussi peut-être de considérer que des espions potentiels aient peur de venir là-bas pour le compte des services d'information israéliens ou d'autres. Je crois que ça, c'est le motif principal de ce vidéo. Ali Waked, vous croyez ou pas? Il y a deux faits. Un, le premier, c'est comme a dit professeur Carmon, que tous les services secrets, le service de renseignement au monde aimeraient s'infiltrer au sein de l'État islamique, surtout par des sources humaines, ça c'est un. Deux, il est vrai aussi le scénario présenté par la famille que Mohamed a simplement voulu quitter les rangs de l'État islamique et donc c'était beaucoup plus facile pour l'État islamique de l'accuser de vouloir espionner pour le compte des services secrets israéliens. À mon avis, la vérité est quelque part au milieu entre ces deux faits, surtout quand on suit le trajet fait par Mohamed Moussalam, un trajet qui n'est pas régulier pour les Arabes israéliens, notamment les Palestiniens de Jérusalem. Faire le service national, vous savez, des Arabes israéliens qui habitent à l'intérieur d'Israël sont très peu à faire le service national, alors qu'un arabe israélien à Jérusalem d'origine palestinienne qui fait le service national, ça ajoute... Comme pompier. Comme pompier, c'est vrai. Ça ajoute au suspect de l'État islamique. Mais il est vrai que l'État islamique cherchait des types sur lesquels il pouvait semer la terreur au sein de leurs militants qui pensaient, réfléchissaient à quitter le rang pour rentrer dans leur patrie d'origine et deux, pour essayer d'intensifier leur campagne de recrutement parce que comme le dit professeur Carmon, pour la première fois ces dernières semaines, l'État islamique est en régression soit en Syrie, soit en Irak. C'est vrai que malgré les grands combats et malgré la campagne internationale, il réussit de temps en temps à prendre contrôle d'une petite ville ou d'un petit
villages malgré cette campagne internationale, mais l'indication générale prouve que l'État islamique est en régression face à cette combinaison très réussie entre les raids aériens de la coalition internationale et la lutte menée sur le terrain en Syrie par les milices iraniennes et le Hezbollah avec bien sûr l'armée syrienne, et en Irak les Kurdes au nord et dans la province de Salah ad-Din en Irak par les milices iraniennes et l'armée irakienne. L'État islamique peut-être est devant la première vraie crise à laquelle il fait face. Alors, je voudrais rappeler que ce n'est pas seulement le Daesh qui fait ce genre de manipulation. Pendant la guerre de Gaza l'été passé, le Hamas a exécuté dans la place publique 21 citoyens gazaouis, disant qu'ils sont des espions israéliens. Ensuite, le président de l'autorité palestinienne, Abou Mazen, a dit que tous c'était des gens des forces palestiniennes, de Fatah, qui étaient arrêtés par le Hamas, et ils ont voulu d'un côté se venger sur eux et aussi dissuader d'autres d'être des espions pour Israël. Donc c'est une question qui est connue aussi, cette tentative de faire peur aux potentiels espions ou futurs espions. Ouais. Mais alors, je voudrais qu'on dise un mot quand même de la situation justement en Israël, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a eu une opération importante de police dans une localité du centre, Jarjoulia, où un arabe israélien a été arrêté. Il avait sur lui du matériel de propagande de l'État islamique. Est-ce qu'il y a vraiment une crainte en Israël de voir se propager l'idéologie de l'État islamique? Il y a deux phénomènes. L'idéologie, comme partout dans le monde arabe, et la minorité arabe en Israël fait aussi partie de cette nation arabe. Il y a de nombre de plus en plus important des jeunes qui s'identifient avec l'idéologie de l'État islamique. Peut-être pas avec les moyens utilisés par l'État islamique, mais par l'idéologie de l'État islamique. Il y a donc ce phénomène. Et deux, il y a quelques dizaines des Arabes israéliens qui sont soit en prison israélienne pour cause de vouloir voyager ou de contribuer au recrutement des jeunes pour voyager en Irak et en Syrie. Et deux, il y a la deuxième donnée, c'est qu'il y a quelques douzaines d'Arabes israéliens qui se trouvent sur le terrain en train de se battre dans les rangs de l'État islamique, soit en Syrie, soit en Irak. Mais on a vu aussi qu'il y a plusieurs qui sont retournés en Israël. Ils ont été déçus de ce qu'ils ont vu. Ils ont pris le risque d'être ici arrêtés. Ils ont été arrêtés, ils étaient condamnés presque tous à 1 an et demi de prison, parce que je crois que c'est préférable ici dans la prison que dans la prison de Daesh. Ouais, surtout avec ce qui s'est passé. Alors justement, on va dire un mot aussi de la mise en scène, parce que c'est vrai que la mise en scène macabre est un élément important dans ces vidéos de l'État islamique. D'habitude, les otages sont égorgés. On a vu aussi brûler pour le pilote jordanien. Là, qu'est-ce qu'on peut dire de la méthode d'exécution choisie avec un enfant justement qui exécute ce jeune... Bon, on a parlé que pour l'État islamique, la propagande et le montage et les vidéos ont la même importance que les tanks, que les chars, que le canon et les autres armes. Moi, je vois la crise que vit l'État islamique quand ils sont obligés d'utiliser ce genre d'adolescents, voire même les enfants, pour se battre. L'État islamique qui était caractérisé par sa capacité de confronter des armées. Quand une confrontation directe utilise récemment de plus en plus les attaques suicides, ce qui prouve que a probablement ses capacités de recrutement malgré son talent grandiose sur Internet est en baisse. Le pourcentage des jeunes qui adhèrent au rang de l'État islamique est en baisse malgré les données présentées par exemple par le Premier ministre français qui a parlé de 10 à 15 000. Mais la tendance générale est de baisse par rapport au mois précédent, par rapport aux 2 dernières années. Les jeunes qui pensent adhérer, qui pensent joindre les rangs de l'État islamique voient que peut-être pour la première fois la communauté internationale s'avère sérieuse dans sa volonté de faire face aux menaces présentées par l'État islamique. Et ce qu'on voit récemment, que cette combinaison entre raid aérien et entre bataille sur les terrains donne des résultats. Les résultats que beaucoup ont pensé que la communauté internationale
accepter finalement que l'État islamique fasse partie de la géopolitique de la région. Maintenant, il faut voir si la communauté internationale peut-on continuer dans cette campagne qui met des limites à l'agrandissement de l'État islamique, où on est devant un phénomène et on retournera très rapidement à voir que les désaccords entre les forces qui participent à cette coalition internationale vont contribuer à nouveau à la remontée de l'État islamique. Je voudrais dire que le phénomène des jeunes soldats ou des enfants qui sont soldats, ce n'est pas nouveau. En Afrique, il y a eu des armées au Congo, au Ouganda, des dizaines de milliers de petits soldats qui ont été forcés de lutter. Dans l'Amérique centrale, au Mexique, il y a des bandes criminelles aussi de jeunes. Mais ce qui est nouveau ici, c'est pour la première fois l'utilisation de l'Internet, la propagande très intensive pour montrer des enfants, même des enfants de 6-7 ans, quelques-uns avec tenant des têtes de prisonniers tués. On a vu un jeune de 5 ans de l'Australie qui, avec son père, montre la tête de quelqu'un qui a été décapité. Donc ça, c'est nouveau. Et cette tentative de brutalisation pourra avoir des influences psychologiques très importantes, tant sur ceux qui sont recrutés, mais aussi, je crois, sur la jeunesse qui voit ce genre de films, de vidéos. Bon. Et le message pour Israël, alors, parce qu'on peut s'étonner, pourquoi tout d'un coup l'État islamique adresse un message comme ça à Israël? Il y a une ville de Jérusalem. Comme pour l'utilisation des enfants, à mon avis, pour essayer de sortir de cette crise, pour dire que l'État islamique ne se bat pas seulement contre des musulmans, parce que pour le moment, les ennemis de l'État islamique sont des musulmans, sont des États musulmans, sont des forces musulmanes, et l'État islamique a besoin de dire que le but final, c'est les Juifs, que le but final, c'est Israël, que le but final, c'est Jérusalem et la Palestine, pour essayer peut-être d'améliorer leur image dans les yeux des masses arabes qui n'ont pas apprécié la façon dont était exécuté le pilote jordanien, qui n'ont pas apprécié le fait que des chrétiens coptes ont été exécutés, pas pour des raisons, mais que pour le fait qu'ils sont des chrétiens. Et donc, parler de la Palestine, parler de Jérusalem, parler de la libération de la Terre sainte, c'est une tentative de la part de l'État islamique d'essayer d'améliorer, de changer leur image qui s'est détériorée ces dernières semaines aux yeux des masses arabes. Alors, on va aller dans un instant retrouver Jean-Paul Ney en direct de Paris, mais on va s'intéresser à un autre message important qui est dans cette vidéo. Eh bien, c'est que le bourreau, l'un des deux bourreaux, l'adulte, parle français, et un message en français avec clairement des allusions à ce qui s'est passé en France et notamment les derniers attentats antisémites. C'est Maxime Pérez qui nous détaille tout cela. 13 minutes d'images habilement assemblées. Une mise en scène macabre, assortie d'effets spéciaux dignes des grandes productions audiovisuelles. Daesh a une nouvelle fois excellé dans la propagande de la terreur pour présenter sa dernière victime. Pour les djihadistes, la qualité de la proie justifie les moyens et l'horreur. Mohamed Moussalem est présenté comme un agent du Mossad. Son sort est scellé. Les jeunes lions du califat vont tuer ce que le Mossad imbécile a envoyé pour espionner les moudjahidines et les musulmans. Pour l'État islamique, c'est aussi l'occasion inespérée d'adresser une mise en garde à Israël en reprenant la rhétorique belliqueuse de l'islam radical. Bientôt, vous verrez l'armée du califat attaquer vos terres et vos citadelles et libérer Beit el-Maqdis de votre impurité par la permission d'Allah. L'homme qui parle a été identifié par les services de renseignement français. Il s'agirait de Sabri Essid, le demi-frère de Mohamed Merah. Coïncidence, son apparition sur cette vidéo intervient presque 3 ans, jour pour jour, après les assassinats de Montauban contre des militaires français et l'attaque de l'école juive d'Otsar Torah à Toulouse. Son accent toulousain n'a pas échappé aux experts du terrorisme. Sabri Essid aurait rejoint la Syrie au printemps dernier en compagnie de Souad, la sœur de Mohamed Merah. Allah nous a permis de tuer vos frères sur le sol français et ici sur la terre de l'État islamique. Cette vidéo d'exécution est donc aussi une revendication et un appel à d'autres crimes ou attentats. Elle sonne comme une piqûre de rappel au moment où les autorités françaises peinent toujours à endiguer le phénomène djihadiste sur leur territoire.
Alors voilà donc pour l'analyse de cette vidéo. On va justement rejoindre en direct de Paris Jean-Paul Ney, qui est spécialiste de ces questions de terrorisme et qui d'ailleurs termine un ouvrage qui est consacré à ce qu'on appelle la génération Mera en France. Bonsoir Jean-Paul Ney, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire avec certitude et expliquer pourquoi eh bien, ces deux personnages qu'on aperçoit dans cette vidéo seraient liés à Mohamed Merah? Bonsoir Jean-Charles, bonsoir aux invités sur le plateau aussi. Écoutez, la réponse entraîne forcément, la question entraîne forcément une réponse que vous avez déjà donnée dans votre sujet, qui est qu'il y a une chaîne de renseignement en France qui commence par de la surveillance, notamment sur Internet, par un réseau de journalistes spécialisés dont je fais partie parce que nous surveillons ces mouvements depuis très longtemps. Et puis, vous avez des policiers, des gens des services de renseignement qui confirment ensuite qu'il s'agit bien de telle ou telle personne, mais qui ne le confirment qu'à demi-mot avant que ça ne soit officiellement fait par la police judiciaire et puis ensuite le parquet de Paris s'il y a une ouverture d'enquête, bien entendu. Ce que ça signifie en tout cas, Jean-Charles, c'est que nous sommes dans ce que j'appelle moi la période Mera. Hein, rappelez-vous, Maxime Pérez l'a rappelé dans le sujet. Bien entendu, il y a 3 ans, il s'est passé l'impossible, l'inimaginable. Eh bien, rendez-vous compte que depuis ce matin, comme nous rentrons dans cette période, sur Paris, il y a une certaine tension qui règne. Vous savez que nous sommes plusieurs journalistes, reporters, spécialistes de ces questions menacés. Donc notre sécurité a été renforcée. La sécurité aux alentours de plusieurs sites journalistiques a été renforcée. C'est la même chose pour Vigipirate, hein, c'est pas nouveau. Je vous donne pas un scoop. Mais il faut tenir compte d'une chose, et je vais vraiment insister là-dessus, c'est qu'effectivement il s'agit non seulement d'un message de cet individu qui était lié à Olivier Corel, vous savez, le fameux émir blanc, on le surnommait comme ça, le fameux Sabri Esside, n'est que indirectement lié à la famille Mera parce qu'il est le beau-frère. L'enfant qu'on voit sur la vidéo serait sans doute son propre fils, celui qu'il a eu avec sa nouvelle compagne il y a déjà quelque temps de ça, et non pas avec la sœur de Mohamed Merah, donc Merah. Il faut savoir une chose aussi, c'est que la maman de Mohamed Merah ne confirme pas et n'affirme pas qu'il s'agit donc bien de Sabri Esside. Une dernière chose concernant Sabri, il faut savoir qu'il a été arrêté en 2009, relâché en 2010, parce qu'il travaillait au djihad, hein, au recrutement sur une filière qui envoyait, hein, qui donc exportait des djihadistes jusqu'en Irak et bien entendu ensuite on l'a su beaucoup plus tard en Syrie. Alors restez avec nous un instant, Jean-Paul Ney. Un mot, Luc Herman, pourquoi à votre avis ce message en français dans cette vidéo qui concerne un habitant de Jérusalem-Est? Pourquoi est-ce qu'il y a un lien qui est fait par l'État islamique là? Il faut savoir que le plus grand contingent d'Européens, c'est français. 1200, aussi des Belges aussi qui parlent français, plus de 200. Et on a vu ce que s'est passé à Paris. Donc, c'est, je crois, une tendance de renforcer le lien entre ceux qui luttent en Syrie, en Irak, et ceux qui sont actifs encore. On a vu justement dernièrement les arrestations dans le cas de Coulibaly. Et donc, c'est une tentative de montrer que la France aussi est un objectif très important et qu'ils sont actifs. Ils sont actifs à Paris, mais aussi ils sont actifs sur le terrain en Syrie, en Irak. Ali Waked. Je suis d'accord avec le professeur Kamon. Les ressortissants d'origine arabe qui viennent de la France ou de la Belgique ou ailleurs sont beaucoup plus nombreux, sont peut-être la catégorie la plus importante au sein de l'État islamique parmi les étrangers. Et donc c'est très normal que l'État islamique essaie de renforcer la partie forte dans l'organisation au moment où, comme on a dit, il y a une certaine régression dans les capacités et de recrutement et de bataille de l'État islamique. Mais à mon avis, ça peut aussi être expliqué comme un message envoyé par l'État islamique dans ces vidéos à ces cellules dormantes qui se trouvent peut-être en Belgique ou en France, qu'il faut faire quelque chose. Je voudrais un commentaire sur la question palestinienne. Ouais. Le Daesh n'a pas reconnu encore aucun groupe comme représentant ni à Gaza, ni
ni dans la Cisjordanie, ni en Israël. Et justement, ils ont montré un Palestinien qui est considéré un traître et qui est assassiné. C'est très intéressant. Ouais. Il n'y a pas de contingent, si vous voulez, ou représentant du Daesh en Palestine. Comme ça peut exister, c'est vrai, dans d'autres pays. Un dernier mot avec vous, Jean-Paul Ney, à Paris ? Oui, sachez simplement que ceux qui vendaient du shit il y a encore 10 jours, 15 jours, aujourd'hui tiennent les rênes de certaines catégories de postes importants, de postes à responsabilité donc au sein de l'État islamique. Les Français sont en train de prendre le pouvoir au sein de l'État islamique. Ça, c'est effectivement aussi une donnée à prendre en compte. Merci Jean-Paul Ney. Je rappelle que donc, vous avez publié un ouvrage intitulé « La génération Mera », qui est donc effectivement sans doute le point de départ de tout ce mouvement auquel on est en train d'assister, qui a pris cette ampleur. Justement, alors il y a des menaces aujourd'hui. Comment Israël justement peut essayer de se prémunir contre la tentative peut-être d'implantation de l'État islamique ici? Est-ce qu'il y a une vraie menace ou elle n'est pas comparable à celle que représente le Hamas encore? Pour le moment, je crois l'action la plus importante, c'est parmi la population arabe en Israël, parce qu'on a vu qu'il y a eu 40 cas, et en Cisjordanie, parce que là aussi, on peut coopérer avec l'autorité palestinienne pour trouver des éléments qui sont proches ou qui pourraient être des terroristes potentiels de Daesh, et aussi tenter d'avoir des informations sur ce qui se passe sur le terrain, parce que pour le moment, Daesh n'a pas un contact direct avec la frontière israélienne, ils sont plutôt sur le Liban, par exemple, dans les montagnes Kalamoun et dans l'est de la Syrie. Ils sont plus importants pour la Jordanie parce qu'ils sont vraiment très proches de la frontière jordanienne. Donc, probablement, il y a un travail de recherche et d'analyse, mais pas encore un travail opérationnel important. Moi, je pense que les sociétés qui s'entourent d'Israël, la société palestinienne en Cisjordanie et à la bande de Gaza, et aussi chez nos voisins en Jordanie, la terre est très fertile pour l'État islamique, au moins pour l'idéologie de l'État islamique, de recruter des partisans qui pourront exprimer leur méfiance vis-à-vis à l'islam politique traditionnel présenté par l'État, par les frères musulmans comme le Hamas et les frères musulmans en Jordanie et en Égypte. Merci beaucoup Ali Waked, merci Ali Carmon donc pour cette analyse. On reparlera justement dans un instant de la situation militaire qui effectivement semble tourner au désavantage de l'État islamique, notamment autour de Tikrit. On vous fera un point complet de la situation donc sur le terrain dans un instant, même si l'État islamique a réussi quelques offensives aujourd'hui dans le nord de la Syrie cette fois. Et puis on parlera également du trafic de drogue qui est utilisé, semble-t-il aussi par l'État islamique, comme le font le Hezbollah et le Hamas, pour financer ces activités, avec là aussi un reportage à venir dans la deuxième partie. Restez avec nous. Merci à tous les deux pour cette analyse. On se retrouve dans un instant. Et puis ne manquez pas aussi un reportage étonnant à Nazareth, où l'on a peut-être retrouvé la maison d'enfance de Jésus-Christ. A tout de suite. Pour la première fois, un arabe israélien de Jérusalem-Est exécuté dans une vidéo par l'État islamique. Il a été accusé d'être un espion envoyé par le Mossad, ce que sa famille dément formellement. La situation évolue dans la ville de Tikrit en Irak, où les premiers éléments de l'armée irakienne et des milices chiites ont pu prendre pied aujourd'hui. L'État islamique en difficulté sur le terrain. Et puis il pourrait s'agir de la maison d'enfance de Jésus-Christ dont les restes auraient été retrouvés à Nazareth. Une découverte historique peut-être majeure, même si quelques doutes subsistent. Nous vous montrerons les toutes premières images de cet endroit, images exclusives. Les événements s'accélèrent donc sur le théâtre des opérations militaires en Irak. L'armée irakienne serait entrée aujourd'hui dans Tikrit, alors que l'État islamique, qui est menacé d'être coupé en deux entre l'Irak et la Syrie, a lancé plusieurs offensives dans ces deux pays. Léa Berdugo. L'armée irakienne fait son entrée dans la ville de Tikrit, en partie sous contrôle de l'organisation de l'État islamique depuis juin dernier. L'offensive a été lancée il y a une dizaine de jours par les forces gouvernementales. Elle a pris ce mercredi un tour nouveau avec la percée de rangs djihadistes dans le nord de la ville, dans le quartier de Qadisiyah plus précisément.
Les forces loyalistes n'ont pas été aidées par les frappes de la coalition internationale. Elles ont en revanche été appuyées par l'Iran, soutien des milices chiites irakiennes qui se sont battues aux côtés de l'armée. Les troupes gouvernementales contrôlent donc quelques points de la ville, mais le centre est toujours occupé par les djihadistes. Et selon un responsable militaire, la suite s'annonce délicate. En Syrie, le groupe État islamique a lancé un assaut pour tenter de conquérir la ville kurde de Ras El Ain dans le nord du pays, à la frontière avec la Turquie. Les combats dans le sud et l'ouest de la ville ont fait des dizaines de morts. Pour accélérer la lutte contre les djihadistes, le secrétaire d'État américain a pressé le Congrès d'autoriser formellement Barack Obama à mener la guerre contre l'EI en Irak et en Syrie, pour une durée de 3 ans et sans intervention terrestre de longue durée. Nous ne pourrons simplement pas laisser ces meurtriers et bandits réaliser leurs ambitions, qui incluent notamment la mort ou soumission de tous leurs opposants, la conquête de territoires, le vol de ressources et l'incitation aux actes terroristes à travers la planète. Va-t-on vers une intensification des frappes internationales? La coalition s'est en tout cas félicitée de dernières avancées, notamment d'avoir coupé des routes entre la Turquie et la Syrie. La justice américaine, elle a condamné hier soir le fils du président du Suriname à 16 ans de prison pour trafic de drogue. Il avait proposé au Hezbollah, le groupe chiite libanais, d'établir une base dans son pays d'Amérique du Sud pour ses activités de trafic de drogue. La drogue qui finance le terrorisme islamiste n'est pas nouveau et l'État islamique se serait également lancé dans cette activité. Mathias Inbar. On pourrait la qualifier de grande syndicale djihadiste, ou comment les mouvements islamistes s'unissent pour mieux se renforcer. Ce serait le cas des talibans et de l'État islamique. Selon un récent rapport des services fédéraux russes de lutte contre la drogue, les deux groupes auraient passé un accord permettant à Daesh de mettre la main sur les pavots d'héroïne en Afghanistan, en échange de quoi les talibans obtiendraient le surplus d'armes saisies par l'État islamique. Une stratégie financière bien rodée qui devrait non seulement influencer l'Irak et la Syrie, mais également l'Europe, pour ce haut responsable russe. La superficie des plantations de pavots d'opium et d'héroïne se développe, donc cette question devrait être soulevée non seulement à Moscou, mais aussi à l'ONU en général, parce que c'est une menace non seulement pour notre pays, mais aussi pour la sécurité européenne au cours des 5 dernières années. La route des Balkans a été divisée, le trafic d'héroïne maintenant passe aussi par le territoire irakien. En jeu pour Daesh, la somme d'1 milliard de dollars par an. De quoi renflouer davantage les caisses des djihadistes déjà à la tête de plus d'1,5 milliard de dollars dus au commerce parallèle de pétrole et de gaz irakien. Pour Ivanov, la vente de l'héroïne afghane en Europe pourrait générer des rentrées de 50 milliards de dollars pour l'État islamique. Le groupe disposerait alors d'une trésorerie suffisante pour planifier et surtout poursuivre leur conquête militaire. En Argentine, l'enquête se poursuit sur les lieux de la catastrophe qui a fait 10 morts, dont 8 Français, lors d'une collision entre 2 hélicoptères sur le tournage d'un jeu télévisé. La France, où l'émotion est encore très vive ce soir. Le sport français a d'ailleurs rendu hommage aux 3 champions qui étaient parmi les victimes. Leslie Rezoug. Quelques roses, des portraits, des livres d'or. Ce mercredi, l'INSEP, le centre de formation des athlètes français, est en deuil. Un hommage spontané après le tragique accident qui a coûté la vie à Alexis Vastine, Camille Muffat et Florence Artaud lors du tournage de la télé-réalité de TF1 Dropped dans une région reculée en Argentine. Ce mercredi, après une minute de silence, le ministre des Sports a rendu hommage à ces sportifs de renom. Nous sommes lestés par la tristesse de voir partir trop tôt et si brutalement des visages qui nous sont chers et qui nous ont fait rêver. Nous appelons avec Thierry Braillard, secrétaire d'État, à ce qu'un hommage systématique soit rendu aux champions lors des compétitions de cette fin de semaine à l'initiative des fédérations et des clubs. Un hommage également rendu officiellement ce mercredi par François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls. Et au siège du Comité international olympique à Lausanne, en Suisse, les drapeaux olympiques étaient en berne. Alors qu'en France, l'émotion est unanime, en Argentine, l'enquête sur les causes de l'accident s'accélère. Les équipes s'activent toujours autour des carcasses et des débris calcinés des 2 hélicoptères afin de connaître les raisons de la collision dans la province de La Rioja, à 1 millier de kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires.
Et derrière ces bâches, les experts français arrivés aujourd'hui s'activent. Pour le moment, ils semblent privilégier la thèse de l'erreur humaine. Avec 10 morts, le tournage de Dropped s'impose déjà comme la plus grande tragédie de l'histoire de la télé-réalité. Et peut-être la loi des séries. La nuit dernière, au large de la Floride, un hélicoptère américain de transport de troupes, un Black Hawk, s'est abîmé en mer pour une raison encore inconnue. Bilan, 11 soldats portés disparus et considérés comme morts par l'armée américaine qui affirme avoir retrouvé des débris de l'appareil. Écoutez le porte-parole de la base militaire concernée. Deux appareils effectuaient une mission d'entraînement la nuit dernière. L'un était porté disparu aux alentours de 20h30, mais le second est retourné à la base sans encombre. Il y a à l'heure actuelle des opérations de sauvetage. Nous déplorons des victimes, mais les recherches se poursuivent. Confirmez-vous qu'il y a des victimes dans ce crash? Oui, monsieur. Et puis en France, ce braquage spectaculaire à un péage d'autoroute au sud de Paris. Sans tirer un coup de feu ni blesser personne, un commando de 15 malfaiteurs s'est emparé de plus de 9 millions d'euros de bijoux qui étaient à bord de ces deux fourgons blindés banalisés. L'enquête pour l'instant n'a pas permis de retrouver leurs traces. C'est peut-être une découverte historique majeure qui vient d'être faite à Nazareth, en Israël. C'est dans cette ville que Jésus aurait grandi avec sa famille. Eh bien, c'est là qu'un archéologue britannique pense avoir trouvé ce qui pourrait bien être sa maison d'enfance. C'est un reportage exclusif i24 News de Maël Benoliel. À première vue, il s'agit d'un couvent comme il y en a beaucoup. Et pourtant, sous cet édifice se cacherait ni plus ni moins que la maison d'enfance de Jésus. C'est en tout cas la conclusion d'un archéologue britannique de l'université de Reading, Dr Ken Dark. Après plusieurs années de recherche et de fouilles, il révèle ses premières conclusions. Le but principal de ce projet était d'examiner le développement de Nazareth en tant que lieu de pèlerinage depuis la période romaine jusqu'à la fin de la période byzantine. Par chance, j'ai appris que dans le couvent des Sœurs de Nazareth, dans le cœur de la ville, recelait un site archéologique fantastique qui n'avait jamais été encore fouillé, ou du moins qui n'avait jamais été encore étudié de façon scientifique. D'après l'archéologue Ken Dark, les vestiges de la maison d'enfance de Jésus-Christ se trouveraient donc ici, à quelques mètres en dessous de l'endroit où je me tiens, dans cette cour du couvent des Sœurs de Nazareth. Le site a été découvert pour la première fois en 1884, mais ce n'est qu'en 2006 qu'une véritable fouille a été entreprise par le docteur Dark et son équipe. Faite de pierre et de mortier, la demeure est taillée dans le flanc d'une colline calcaire. 2000 ans d'histoire n'auront pas eu raison de ce bâtiment parfaitement conservé. Donc ce serait en fait ici que Jésus-Christ a grandi, d'après ce que dit l'archéologue Ken Dark. Voilà, la maison du 1er siècle, c'est ici. Sœur Loretana préfère éluder la question. L'ouverture que vous voyez ici correspondrait donc à la porte d'entrée de la maison dans laquelle Jésus aurait passé les premières années de sa vie. Même s'il est impossible de le prouver, les vestiges de cette maison, quant à eux, datent bien du 1er siècle. Grâce à des méthodes archéologiques classiques, l'archéologue britannique a découvert que les ruines de cette maison avaient été incorporées à une église datant de l'époque byzantine. Ce qui suggère que le site revêtait déjà une importance particulière. Je n'étais absolument pas en train de chercher la maison de Jésus ou quelque chose en rapport avec lui. Mais les Byzantins croyaient effectivement que cette demeure était la maison d'enfance de Jésus. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude s'ils avaient raison ou tort. Par contre, c'est effectivement une maison qui date du 1er siècle. Des propos que confirme Yardena Alexander, archéologue pour l'autorité des antiquités en Israël. De tout ce que nous savons à propos de cette période romaine, c'est que Nazareth était à cette époque un petit village. Et ce village correspond aujourd'hui au cœur historique de la ville. Effectivement, il est tout à fait possible que Jésus soit né là-bas ou qu'il y ait grandi avant qu'il ne parte prêcher dans toute la Galilée. En tout cas, cette hypothèse ravit les centaines de pèlerins qui visitent le couvent chaque jour. C'est un sentiment incroyable, ce sentiment de marcher sur les pas de Jésus, de voir les mêmes endroits que lui aussi a vus et de ressentir les mêmes odeurs, la même nature. Nous ressentons ici tout ce que ressentait Jésus.
Simple site archéologique pour certains ou nouveau lieu de pèlerinage pour d'autres, cette modeste maison de Nazareth recèle encore de nombreux mystères à découvrir. Alors, on va en parler justement avec Gérald Finkelstein, qui est archéologue au service des antiquités israéliennes. Bonsoir, merci d'être en ligne avec nous. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut arriver à prouver une chose pareille? Parce qu'il y aura toujours une part de mystère, finalement. Bah, écoutez, on peut déjà commencer par le début. En fait, il ne s'agit absolument pas d'une maison qui est sous le couvent des Sœurs de Nazareth, mais il s'agit bien, comme ça se faisait à l'époque de Jésus, d'une tombe, peut-être même de deux. Et ça a été bien visité par Yardena Alexander, qui m'a bien dit que c'était des tombes. J'ai vu les images, il n'y a aucun problème. Il s'agit d'une tombe et non pas d'une maison. Ceci dit, dans la région de Nazareth, il y a des maisons de l'époque de Jésus et qui montrent en fait que le village a dû être, le village juif, j'entends, a dû être fondé autour du 1er siècle avant Jésus-Christ et a continué jusqu'à l'époque de Jésus. Mais en ce qui concerne cette chose qui fait tellement de bruit, c'est une interprétation qui me surprend beaucoup d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'assez classique et j'ai l'impression qu'il y a un mélange entre ce que Yardena Alexander a fouillé, qui est vraiment une maison, dans une zone habitée, alors que les tombes étaient toujours évidemment à l'extérieur de la ville. Mais le caractère sacré de cet endroit, puisqu'il y a une église qui s'est implantée dessus, est-ce que ça ne peut pas être un indice quand même? Absolument pas, parce que l'époque byzantine, c'est 300 ans après Jésus. S'il est vrai que pour Jérusalem, il y a une continuation et on peut penser que le Golgotha, donc qui est dans le Saint-Sépulcre, est probablement le lieu de la crucifixion de Jésus. Pour le reste, on sait très bien que les Byzantins et surtout les croisés ont placé des églises à des endroits qu'ils interprétaient en fonction des textes et qu'ils n'avaient aucun moyen de pouvoir démontrer qu'il s'agissait de ce qu'ils pensaient. L'intérêt étant évidemment pour les pèlerins. Et je vous donne un cas très intéressant qui est à Jérusalem, le couvent des Sœurs de Sion, qui avait sous ces bâtiments ce qu'on pensait être la prison de Jésus. Et en fait, des fouilles archéologiques ont été faites. On a prouvé qu'il s'agissait d'une place de l'époque d'Adrien, donc à peu près 300 ans plus tard. Et tout ça est très clairement expliqué quand on visite, mais il reste une chapelle pour se souvenir de l'événement, tout en sachant, et les pèlerins le savent, que ce n'est pas le lieu exact. Mais il y a, ce que cet archéologue britannique affirme avoir découvert ne peut pas, selon vous, être la maison de Jésus, alors qu'il a pourtant vécu, on le sait, à Nazareth. Oui, bien sûr, mais si j'osais une plaisanterie, mais qui serait un petit peu, qui risquerait d'aller loin, parce que sur ces sujets, c'est épouvantable le nombre d'histoires que l'on a, ça pourrait très bien être la tombe de Jésus. Puisque, comme vous le savez, Jésus a en effet disparu, sauf que sa disparition a été constatée le dimanche matin. Alors on sait très bien que chez les Juifs, à partir de la nuit, le Shabbat est terminé. On a très bien pu enlever le corps de Jésus de la tombe provisoire dans laquelle il était pour l'enterrer dans son tombeau familial qui pouvait probablement être à Nazareth, mais ça on n'en sait absolument rien. Bon, en tout cas, ceci dit, il s'agit d'une tombe, donc je pense que la discussion est close. Eh bien voilà, en tout cas, il y a une controverse qui existe entre archéologues là-dessus. Merci Gérald Finkelstein. Je rappelle que vous êtes au service des antiquités israéliennes, d'avoir été en direct. En Russie, après l'arrestation et l'inculpation de suspects tchétchènes pour le meurtre de Boris Nemtsov, certains doutent de la piste islamiste pour expliquer cet assassinat. Le principal suspect aurait pu avouer les faits sous la torture. Cyril Amar. Voici le suspect numéro 1 dans le meurtre de l'opposant russe, Boris Nemtsov. Mais 3 jours seulement après être passé aux aveux, Zahour Dadaïev clame aujourd'hui son innocence, car ses confessions, jure-t-il, lui auraient été extorquées sous la torture. Plus de 2 semaines après la mort en pleine rue de l'ancien vice-ministre, c'est la première fois que des déclarations de cet ancien chef d'une unité des forces spéciales tchétchènes parviennent de sa cellule de prison. Un témoignage recueilli par cet homme qui a pu lui rendre visite.
Il est possible que la torture et des méthodes d'interrogatoire interdites ont été utilisées contre les suspects, mais nous ne pouvons pas donner de jugement légal. Nous n'avons pas assez de données pour avoir une conclusion définitive concernant l'usage de la torture. Nous ne pouvons pas exclure que d'autres circonstances aient pu mener à ces blessures, mais nous sommes absolument certains qu'il y a matière à une investigation honnête et indépendante. Toujours selon cet homme, Zahour Dadaïev aurait affirmé se trouver avec un ami au moment de son arrestation en Ingouchie, une république proche de la Tchétchénie. Les policiers ont dit que si j'avouais, ils allaient le relâcher. J'ai accepté en pensant que j'allais ainsi le sauver. Je pensais que lorsque je serais emmené à Moscou, je pourrais dire devant le tribunal toute la vérité, dire que je suis innocent. Mais le juge ne m'a pas donné la parole. Avec ces vrais faux aveux de Dadaïev, les enquêteurs russes semblent aujourd'hui privilégier la piste islamiste. Une piste bien opportune pour le Kremlin. Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, pas moins de 6 opposants politiques ont été assassinés ou sont morts dans des conditions mystérieuses. On parle économie à présent. Les Palestiniens viennent d'annuler un important accord de livraison de gaz conclu avec Israël. Accord qui portait sur plusieurs années, montant total 1,2 milliard de dollars. Et pourtant, cette décision n'aurait rien à voir avec la diplomatie. On va en parler avec Thibault de la Baronnière, qui est analyste financier, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Thibault. Bonsoir Jean-Charles. Alors, ce n'est pas la diplomatie, ce ne sont pas les mauvaises relations qui existent entre Ramallah et Jérusalem qui sont à l'origine de cette rupture, mais c'est un problème de concurrence, c'est ça ? Exactement. C'est un énième rebondissement lié à l'affaire du champ de gaz géant Léviathan, l'autorité de la concurrence israélienne qui a voulu contrer le monopole tenu par Noble Energy et Delek sur le gaz offshore israélien, vient de provoquer une nouvelle conséquence, à savoir que Delek ne sera pas en mesure d'honorer ce contrat vis-à-vis de la compagnie d'énergie palestinienne qui devait durer sur 20 ans pour 1,2 milliard de dollars. Et c'est en fait l'autorité israélienne de la concurrence qui, par ses décisions dès décembre dernier, a empêché ce contrat de devenir possible. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que réclame finalement cette autorité de la concurrence ? Parce que pour l'instant, ce gaz ne peut pas être commercialisé ou exploité. Exactement. En fait, le contrat et l'accord qui avait été donné à Delek et Noble Energy pour exploiter le champ offshore Léviathan, qui a une capacité de 535 milliards de mètres cubes, le plus grand gisement de gaz depuis 10 ans découvert dans le monde, devait être exploité par ces deux compagnies. Et le monopole qui a été décrété a été remis en cause par l'autorité de la concurrence qui demande plus de concurrence et une meilleure maîtrise des prix. Et ben voilà, donc on suit cette affaire. En tout cas, ce contrat, pour l'instant, est dénoncé par les Palestiniens. Merci Thibault de la Baronnière, donc analyste financier. L'avion Solar, lui, poursuit son tour du monde sans encombre. Solar Impulse s'est posé la nuit dernière en Inde, terme de sa deuxième étape, établissant au passage un nouveau record du monde de distance parcourue. Léa Raka avec Arnaud de la Selle. C'est une mission réussie pour Solar Impulse 2. Pour cette deuxième étape, c'est à Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, qu'a atterri l'appareil révolutionnaire. C'est André Borchberg, l'un des pilotes de l'avion, qui explique l'itinéraire de la mission. Nous avons choisi Ahmedabad parce que dans cet avion, vous avez la recherche, la technologie et les produits qui viennent de cette partie du monde. L'avion est propulsé par plus de 17 000 cellules solaires sur des ailes de 72 mètres, presque aussi longues qu'Airbus A380. Solar Impulse 2 aura parcouru 2000 km depuis Abu Dhabi, lieu du départ. Un nouveau record qui doit encore être homologué par la Fédération aéronautique internationale. Si vous voulez l'innovation, si vous voulez l'esprit pionnier et d'exploration, vous devez avoir la créativité. Vous devez être à l'extérieur de la zone de confort. Vous devez accepter l'inconnu. Vous devez accepter les doutes et les points d'interrogation. Et c'est également le message que nous voulons faire passer. Au total, ce sont 130 personnes qui ont participé à l'aventure. Parmi eux, des météorologues, des contrôleurs aériens et des ingénieurs. Il reste encore près de 30 000 km à parcourir à Solar Impulse 2. Son retour à Abu Dhabi est prévu début août.
C'était il y a tout juste 4 ans, un séisme suivi d'un tsunami extrêmement violent frappait le nord du Japon et la région de Fukushima. Catastrophe majeure qui a fait plus de 18 000 morts et qui a entraîné une immense fuite radioactive dans le réacteur de la centrale nucléaire de cette ville. Joseph Emmanuel. Le Japon se souvient, c'était il y a 4 ans sur les côtes de Fukushima. Une catastrophe naturelle qui fit près de 19 000 morts. Et le littoral du nord-est de l'archipel est devenu un lieu de recueillement pour de nombreux survivants ou des parents de disparus. Au matin de la date anniversaire, les gardes-côtes de la région frappée fouillent encore les plages à la recherche de corps. 2600 personnes sont toujours portées disparues. Ils sont très nombreux à n'avoir jamais été retrouvés dans cette zone. Pour leur famille, nous faisons ce que nous pouvons pour essayer de retrouver les corps. Ce mercredi, les Japonais étaient appelés à respecter une minute de silence, à l'heure précise à laquelle un séisme de magnitude 9 provoquait un tsunami d'une rare violence le 11 mars 2011. La plupart des victimes furent emportées par un mur d'eau qui dépassa les 30 mètres par certains endroits. Cette catastrophe naturelle a été la pire depuis la guerre et fut suivie de l'accident nucléaire de Fukushima. Un drame dans le drame qui devait jeter sur les routes des dizaines de milliers de personnes. Plus de 230 000 Japonais vivent toujours loin de chez eux et ont trouvé refuge là où ils le pouvaient, logements provisoires, chez des proches ou dans des hôpitaux et autres centres de soins. Malgré les nombreux plans de reconstruction et d'aide d'institutions ou d'entreprises, les zones les plus touchées sont loin d'avoir retrouvé leur vitalité d'avant le drame. La remise en état des infrastructures piétine, les craintes relatives à la contamination radioactive sont réelles et les difficultés administratives provoquent la colère du peuple. Shinzo Abe a fait part de l'engagement de son pays dans un futur chantier sans précédent, avec pour objectif le démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima. Les sports, c'est tout de suite. On accueille Lise Barenbaum, bonsoir, pour parler football, Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'on s'est régalé hier soir, des buts extraordinaires qui ont été marqués entre le Real Madrid et Schalke et puis entre Porto et Bâle. Donc on espère que ça va être aussi bien ce soir, mais ce soir ça va être très serré. Parce que là, c'est un gros choc qui se prépare entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, Lise. Oui, les Parisiens qui se déplacent en Angleterre à Stamford Bridge après le match nul à l'aller 1-1. Alors, on se souvient que l'année dernière, le PSG a été cruellement éliminé par les Blues. C'est donc peut-être l'heure de la revanche ce soir. C'est la 3e année que le PSG va essayer d'aller en quart. Paris qui est plutôt en forme en ce moment. Ils en sont à 14 matchs sans défaite d'affilée. Ils viennent de décrocher la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France face à Monaco. Et puis ils ont eu une belle victoire face à Lens samedi dernier 4-1. Donc ce soir la défense sera 100% brésilienne avec Thiago Silva, David Luiz et Marquinhos. Et puis en attaque évidemment c'est bien sûr Zlatan qui pourrait se démarquer ou encore Cavani ou même Pastore. Mais le groupe ne sera pas au complet. 2 absents, Lucas blessé aux adducteurs qui n'est toujours pas remis et Serge Aurier qui est aussi convalescent. Par contre Yohan Cabaye sera de retour. Donc pour Laurent Blanc l'enjeu est énorme. Je vous propose de l'écouter. Il reste très concentré à l'approche de ce match. On est à la mi-temps de notre confrontation. Il y a un léger avantage pour Chelsea puisqu'ils ont marqué ce but à l'extérieur qui, vous le savez, est très important. À nous de faire ce qu'ils ont fait eux à Paris. Donc voilà notre objectif demain. Bien se préparer pour le réaliser. Nous savons ce que l'on doit faire sur ce match-là demain. Chelsea le sait certainement. Quoique ils peuvent se poser la question de savoir s'il faut attaquer ou défendre. Ça, c'est leur problème. Nous, on sait qu'il nous faut marquer minimum un but demain. Voilà, Laurent Blanc donc est toujours aussi impassible. En revanche, Mourinho, lui, s'est un petit peu lâché. On va dire que la bataille a commencé avant le match. Oui, il lance toujours les hostilités en avance. Alors, il a qualifié le PSG d'équipe violente et agressive, une équipe qui aurait dominé le match aller uniquement grâce à ses fautes. Il a ajouté qu'un entraînement, un simple entraînement de Chelsea était plus difficile que tout match de Ligue 1 française. Alors, au niveau des chiffres, le leader de la Première Ligue est quand même très menaçant pour le PSG. Chelsea qui est invaincu
depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues, et puis qui depuis l'année dernière s'est renforcé grâce à l'arrivée de Matic, de Fabregas, de Diego Costa et de Courtois dans les cages. Et en 6 matchs, les 6 derniers matchs face à des équipes tricolores à Stamford Bridge, Chelsea n'a jamais perdu. Alors, ils sont quand même pas hyper en forme, les Blues, même s'ils continuent à gagner. On va écouter les propos de José Mourinho, toujours aussi sulfureux sur la prestation à l'aller de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire dominer un match? Si dominer, c'est se créer des opportunités, oui. Paris en a eu plus que nous. Si dominer, c'est empêcher l'adversaire de jouer, faire faute sur faute, alors oui, ils nous ont dominés. Si dominer, c'est posséder le ballon et bouger sans vraiment avancer, oui, je reconnais qu'ils ont dominé. Donc je pense qu'ils nous dominent dans tous les domaines, sauf au niveau du résultat. So I think they dominate in everything except in the result. Voilà, c'est à suivre. Donc ce soir, on se rappelle aussi de cet incident raciste qui avait scandalisé la terre entière au match aller. Au match aller, effectivement, un Parisien, Souleymane S, de 33 ans, noir, qui avait été pris à partie par les fans de Chelsea dans le métro parisien. Il ne l'avait pas laissé monter dans la rame de métro. Bien sûr, Chelsea s'est excusé, a même invité ce monsieur à venir. Il a refusé et depuis, il dit qu'il n'endort toujours pas. Voilà, donc incident effectivement qui aura peut-être des suites d'ailleurs, puisque la police envisage aussi d'expulser à vie du stade de Chelsea ses supporters anglais impliqués. Merci Lise Barenbaum. L'autre match ce soir, c'est le Bayern contre le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien. Et puis ça continuera la semaine prochaine. Merci à vous. On va se retrouver nous dans un instant pour parler politique, car on est à quelques jours maintenant évidemment de l'élection en Israël. Nouveau débat à venir. On sera également tout à l'heure avec Michael Oren, qui est candidat sur la liste de Koulonou de Moshe Carlon. Ce sera notre invité politique. Et donc un débat tout de suite sur i24 News, juste après une pause.